je pense qu'il y a trop de frappes préventives à droite. C'est-à-dire qu'il y a cette crainte de sortir du champ républicain si on prononce la phrase de trop qui va vous faire passer pour un nazi. Voilà. Et cette crainte qui est légitime, qu'il a été en tout cas dans le passé, l'est moins aujourd'hui parce que la société se radicalise, le monde est plus violent, l'Europe en tout cas, l'Europe et l'Europe de l'Ouest en particulier est plus violente qu'elle l'était il y a 30 ou 40 ans, et nos adversaires, eux, ne se privent pas d'employer cette grille de lecture raciale à leur compte. Voilà, pour penser le monde. Je veux dire, quand la gauche parle de racisme systémique, en fait, elle accuse les Blancs, consciemment ou non, de nuire au développement économique, psychologique, social des populations non blanches en France. Ce qu'elle appelle les racisés, mot d'ailleurs que je déteste, parce que ça laisse entendre que les Blancs n'auraient pas de race, en quelque sorte. Alors, je sais que ça n'est qu'un mot, mais les mots ont quand même leur sens. Et finalement, même quand on l'emploie, ce mot qu'on dit, oui, ben alors vous dites ça en tant que personne racisée. C'est comme si nous n'avions pas d'identité ethnique. C'est quand même fort. Les assimilationnistes se trompent quand ils pensent qu'au fil des années, décennie après décennie, ces millions de Maghrébins et de Noirs vont se comporter comme des Français blancs. Et quand on y réfléchit, quelle absurdité. En fait, un assimilationniste souhaite qu'un Noir pense, vive et se comporte comme un Blanc, autrement dit, qu'il devienne un Blanc. En fait, ce qu'on entend par assimilation, c'est devenir. S'assimiler à la culture française, c'est devenir français. Je crois que ce qu'on prend pour de l'assimilation, en général, est une immigration discrète. On se sent en sécurité en tant que Blanc quand on vit entouré de Blancs. Dans le livre de Jared Taylor, il y a une phrase qui m'a marqué. Il dit, alors c'est un Américain, donc il faut se pencher sur l'histoire américaine pour mieux comprendre le propos, mais on peut tout à fait le comprendre depuis la France. Quelle que soit leur divergence d'opinion politique, dans les faits, dans leur comportement, dans leur choix d'habitation, il y a très peu de différence entre un membre du Ku Klux Klan et un votant démocrate. Et ça, pour moi, c'est une phrase qui ressemble à une blague, mais qui est très vraie. C'est-à-dire qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite, quand on en a les moyens socio-économiques, on va déménager dans un quartier où on est plus volontiers entouré de gens qui nous ressemblent, de blancs en l'occurrence quand on est blanc. Donc, le rôle historique d'un politique qui veut vraiment que les choses changent, pour moi, est de dire aux Français qu'ils sont la sécurité. En fait, nous les Européens, nous sommes la sécurité. Le sentiment d'insécurité naît d'un trop grand nombre d'étrangers sur un territoire européen qui ne se comportent pas comme des Européens parce qu'ils ne sont pas des Européens. Je ne vais pas vous mentir, je pousse à l'expatriation, en particulier la jeunesse. Je sais qu'il est difficile quand on a dépassé les 40 ans, qu'on a un travail on est bien installé, voilà. Plus on avance en âge, plus c'est difficile de se réinventer. Mais pourquoi ? Je pense que on ne peut être authentiquement identitaire blanc qu'en vivant le projet qu'on prône pour les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'en faisant l'expérience de la vie, en l'occurrence en Europe de l'Est, mais ça pourrait être ailleurs. Hein. Il se trouve que j'ai fait le choix de l'Europe de l'Est parce que c'est pas loin, donc il y a une facilité aussi, c'est à 3 heures d'avion, Bucarest. En vivant cette expérience-là, je sais qu'elle me fait du bien. En fait, je réeuropéanise mon âme. Ça paraît mystique de dire ça comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je le perçois. Je me sens plus européen, je me sens plus en phase avec mon identité depuis que je vis à l'étranger. Ça paraît fou, mais c'est vrai. Et ça permet, en tout cas pour quelqu'un comme moi qui est idéologue, eh bien de prôner cette ligne en sachant qu'elle a une possibilité d'existence puisque je vois bien qu'elle peut être menée ailleurs. En fait, il y a tellement d'impôts en France que même les gens qui, au fond, veulent travailler se disent « mais pourquoi je travaille ?» C'est-à-dire que si je travaille plus, je vais simplement payer plus d'impôts. Donc, on est à la fois piégé par un gauchisme idéologique qui fait croire aux gens que le grand bonheur, c'est ne pas travailler. Alors, quand je dis ça, les gens me disent « bah oui, c'est super de ne pas travailler ». Je suis navré de vous dire qu'il y a énormément de pays où travailler a une valeur positive. En fait, les gens qui travaillent sont bien vus. On dit « ah, toi, tu travailles beaucoup chaque semaine, du coup, tu gagnes bien ta vie. Toi, tu es un bon Américain, toi, tu es un bon Roumain, toi, tu es un bon Russe. » Et il y a vraiment, je ne dirais pas qu'il n'y a qu'en France, parce qu'on peut toujours trouver des exemples, des similarités un peu partout, mais en France, il y a vraiment cette idée que celui qui s'en sort le mieux dans la vie,
C'est celui qui en fait le moins, tout en gagnant le plus, avec des petites combines, avec des aides sociales à droite à gauche. Donc cette idée est vraiment très ancrée, elle est liée au gauchisme idéologique ambiant, qui est un vrai problème et qui est très difficile à faire taire. Je me dis toujours le fameux modèle économique français, voilà, vous cassez une jambe, vous avez le cancer, la sécurité sociale est là pour s'occuper de vous. Alors, deux choses. La première, c'est que, en général, pour valoriser le système de sécurité sociale français, on prend l'exemple américain. Il est vrai qu'aux États-Unis, si on n'a pas de travail, si on est un white trash, eh bien, le jour où on a une maladie grave, on est mal soigné. C'est vrai, le système américain est vraiment redoutable. Mais sans aller jusqu'à ce système-là, dans la plupart des autres pays d'Europe, comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous travaillez, vous souscrivez à une mutuelle. Donc effectivement, vous n'avez pas la sécurité sociale, mais vous avez votre mutuelle. Et quand il vous arrive quelque chose de grave, on va citer encore une fois le cancer, parce qu'une personne sur deux meurt du cancer en France, donc ça nous pend au nez, à nous tous. Et bien quand une personne a le cancer, elle est soignée, et tous ses soins sont remboursés parce qu'elle a une mutuelle. Donc ça, c'est un mensonge, et j'invite les politiques de droite à faire prendre conscience aux Français que ce qu'on appelle en gros l'exception du modèle de sécurité sociale française, en réalité, c'est de la mandoline. C'est-à-dire que dans la plupart des pays européens, on est très bien soigné quand on a une maladie grave et quand on est un citoyen qui paye ses impôts et qui travaille. Que ça soit clair. Il y a aussi une autre statistique qui est importante, je crois d'ailleurs que c'est un de vos invités qui l'a rappelé. Il faut la marteler, et il faut la marteler sur les plateaux télé. Je n'y ai pas accès pour l'instant, mais d'autres peuvent reprendre cette stat à leur compte. Les actifs ont voté pour Marine Le Pen. Donc les gens qui travaillent. C'est Jérôme Sainte-Marie. Oui. Voilà. Et ça, c'est une statistique très intéressante. C'est-à-dire que d'un côté, on a les jeunes qui sont des utopistes, qui ne connaissent pas le monde du travail. Voilà, c'est facile, hein, depuis un campus, moi aussi, j'étais sur un campus de gauche, hein, j'étais en sciences humaines, voilà, philosophie, lettres. Donc laissez-moi vous dire que ça vote à gauche sans réfléchir. Bon, c'est facile de croire voilà, au monde peace and love quand les seuls gens qu'on fréquente sont des étudiants, d'ailleurs la plupart du temps blancs, comme par hasard. Et puis d'un autre côté, on a les retraités qui ne suivent l'actualité qu'à travers leur poste de télévision. Donc c'est deux catégories de population. La première vote plutôt Mélenchon, les jeunes, les autres votent plutôt Macron. Et finalement, les vrais Français qui participent à la productivité du pays, ils votent Marine Le Pen. Alors c'est rageant, parce qu'on justement, on voudrait que ces gens aient la principale... que finalement que ce soit que ces gens qui votent, ce serait l'idéal. Parce qu'ils le méritent, parce qu'ils travaillent pour ça, et parce qu'ils peuvent penser le monde mieux que les autres, puisqu'ils le connaissent davantage, ils sont les mains dans le cambouis. Mais c'est quand même positif. C'est quand même positif, et ça montre que les mentalités évoluent en bien. Trop lentement à mon goût, mais j'ai quand même un espoir pour la suite. Le racialisme, c'est proposer une analyse ethnique, ethno-raciale, des dynamiques du monde, des problèmes qui peuvent arriver voilà, dans le monde, dans un monde multiculturel comme c'est le cas en Europe de l'Ouest, sans s'interdire justement cette grille de lecture ethno-raciale. C'est ça le racialisme, et ça, je ne m'en défends pas, enfin, je m'assume en tant que tel, parce que je crois que ne pas le faire, c'est priver les gens d'un angle de compréhension du monde. C'est-à-dire que si on n'a pas cette grille-là... Alors attention, c'est pas la seule grille. Hein. Il y a la grille sociale aussi, il y a la grille religieuse, il y a des tas de choses. Tous les pays n'ont pas la même histoire, etc. Ces choses-là sont importantes. Mais si on met vraiment de côté la question ethnique, eh bien, je pense qu'on répond mal au problème, voire même qu'on n'y répond pas.